Alors, bonjour à tous. Bienvenue à notre regard sur le budget du Québec 2023-2024. Donc, vous êtes là pour entendre Luc indiquer ce que l'équipe de la chaire a retenu de ce budget-là. Je prends 30 secondes pour remercier justement tout le travail de l'équipe de la chaire. On a travaillé fort depuis hier. Donc, c'est grâce à la collaboration de tous qu'on est arrivé à faire ce document-là et qu'on va pouvoir vous présenter donc le regard sur le budget. Il y a beaucoup de contenu, donc je m'arrête ici et je laisse Luc partir pour vous présenter ce contenu-là. Alors, à toi, Luc. Merci, Suzy, et bonjour à tous. Et Suzy a raison de le dire que c'est un solide travail d'équipe pour être capable de vous présenter ça d'une manière potable à midi le lendemain du huis clos budgétaire, après avoir pris connaissance donc de la documentation qui est quand même assez volumineuse, faire une série d'entrevues, tout met ça en PowerPoint. Donc, il y en a qui ont les yeux petits, mais on les remercie. Et maintenant, on va passer, dans le fond, donc à notre regard sur les principaux faits saillants en matière de finances publiques ou de fiscalité qui ressort du budget présenté hier par le ministre des Finances du Québec. D'entrée de jeu, sans surprise, on va en parler de la baisse d'impôts. C'est la baisse d'impôts sur le revenu qui retient l'attention. On va parler d'une série d'autres choses, mais on va parler de la baisse d'impôts sur le revenu. Et c'est comme si on avait eu une prémonition avant le déclenchement des élections. On avait mis un peu des conditions préalables aux réductions du fardeau fiscal de manière générale. On avait dit que ça prenait notamment un plan contraignant pour résorber les déficits et retrouver l'équilibre budgétaire. On avait parlé de l'identification d'une nouvelle cible d'endettement, d'un horizon temporel pour atteindre cette cible-là, de l'identification de la quantité de versements qui devaient être faits au Fonds des générations pour atteindre cette cible-là. Le budget contient ces éléments-là. Donc, ça, il faut le souligner. Aussi, il faut souligner que, toujours sur la notion des baisses d'impôts, bien, dans la mesure où le gouvernement choisit de réduire le fardeau fiscal, le choix à l'égard de l'impôt sur le revenu, c'est la bonne assiette à réduire parce que les constats qui sont faits sont les bons. On a une plus forte dépendance à l'impôt sur le revenu lorsqu'on se compare aux pays avancés. On a même une plus forte dépendance à l'impôt sur le revenu que des pays scandinaves comme la Suède, la Finlande et la Norvège. Et si on se compare avec l'Ontario, bien, notre impôt progresse plus vite que chez eux. Donc, les moins nantis voient une augmentation de leur fardeau de l'impôt sur le revenu plus rapidement que dans une autre province comme l'Ontario, où pour chaque dollar de revenu gagné, vraiment, ici, le gouvernement du Québec en perçoit davantage. Donc, c'est donc la bonne assiette si le gouvernement choisit de réduire le fardeau fiscal. Un dernier point sur la baisse d'impôts, le gouvernement ou le ministre a opté pour le faire par une réduction des versements au Fonds des générations. Indirectement, il se prémunit de cette façon-là d'éviter la critique voulant qu'il va donc financer moins les services publics pour payer des baisses d'impôts. C'est comme si ce n'est pas ça qu'il voulait qu'on retienne de ses actions. Alors, en réduisant les versements au Fonds des générations, il peut dire, moi, j'offre les mêmes services publics avec ou sans baisse d'impôts. C'est simplement le rythme de réduction de la dette sur lequel j'interviens. Et donc, ça, il faut également prendre ça en considération. Cela dit, il faut quand même garder à l'esprit que pour retrouver l'équilibre budgétaire d'ici 2027-28, ça va prendre une croissance des dépenses moins rapide que la croissance naturelle des revenus. Et c'est notamment dans ce contexte d'incertitude économique-là, actuelle, que réside le principal défi du gouvernement pour les 4 ou 5 prochaines années. Bon, j'en ai assez dit. Je vous présente brièvement donc le contenu de la présentation qu'on veut faire aujourd'hui avec vous. Donc, les principales balises autour de l'économie, autour des finances publiques, les mesures, qu'elles soient budgétaires ou fiscales, qui touchent les particuliers, notamment les baisses d'impôts, puis les mesures budgétaires ou fiscales qui touchent les sociétés, notamment les congés fiscaux qu'il peut y avoir pour certaines entreprises. On garde quelques diapos sur les mesures éco-fiscales ou environnementales, puis on complète tranquillement la présentation ainsi. Donc, c'est le plan que nous vous proposons pour aujourd'hui.
Alors, si on prend les faits saliants du budget, pour l'angle économique, bien, ce qu'on peut constater du côté de l'angle économique, c'est qu'on a eu une bonne croissance économique en 2021. On a eu une bonne croissance, mais plus modeste, en 2022. Mais force est de constater que pour 2023, la croissance économique sera au ralenti avec un 0,6 point de pourcentage, avec une croissance plus forte pour 2024, mais somme toute assez modeste de 1,4 %. Et si vous regardez sur les autres années, bien, on s'aperçoit assez vite que si jadis, on visait une croissance économique de 2 % par année, mais là, nous sommes, avec les changements démographiques, nous sommes en dessous de cette cible-là du 2 %. Donc, vous voyez, 2023, quand même une croissance assez modeste. Pardon. Donc, 2023, une croissance assez modeste, une croissance qui est plus modeste que ce qu'on avait pu anticiper dans le budget de l'année passée, ou même encore dans la mise à jour économique de l'automne 2023. Donc, on est maintenant rendu à 0,6, on anticipait à l'automne 0,7. Si on regarde pour l'année prochaine, 2024, bien, à l'automne, on anticipait une croissance économique de 1,6, on est rendu à 1,4. Donc, il y a comme une détérioration un peu des perspectives économiques à l'égard de la croissance économique. Si on regarde dans le budget de cette année, ils ont présenté un scénario alternatif. Donc, si on regarde pour le scénario alternatif, avec un scénario donc de récession, bien, effectivement, pour l'année 2023, on aurait une croissance négative du PIB réel de 0,8 % au lieu de 0,6 que je viens de vous parler. Pour l'année 2024, la croissance serait plus modeste que le 1,4 anticipé. Puis vous voyez, il y aura un rattrapage à la sortie de la récession, donc les années 25, 26, où on aurait une croissance économique plus forte que celle anticipée pour récupérer la croissance plus faible qu'on observerait en 2023 et 2024. Du côté des perspectives économiques, donc le fameux 0,6 dont je vous ai parlé déjà depuis 2-3 diapos, ici, on le compare un peu avec ce qu'imagine le secteur privé à l'égard de la croissance économique pour 2023. Donc, il y a la moyenne du secteur privé qui est 0,3, donc qui est la moitié moindre que ce que prévoit le ministre des Finances. Mais on voit qu'il y a un spectre plus large d'une croissance négative de 0,5 jusqu'à une croissance plus forte de 0,9 pour l'année 2023. Donc, le ministre est comme optimiste par rapport à la croissance attendue pour 2023 par rapport à la moyenne du secteur privé. Ça aussi, il faut le garder à l'esprit. Si on regarde ici l'évolution du PIB réel du gouvernement du Québec, à vrai dire, puis on regarde par rapport à ce qu'il y avait dans le budget de 2022-23 et ce qu'on voit maintenant dans le budget, ce qu'on voyait dans le budget 2022 et ce qu'on voit dans le budget 2023, bien, on s'aperçoit qu'on s'attendait à ce que le PIB soit 1 % plus haut dans le budget 2022 au terme de l'exercice autour de 2026 que ce qu'il ne serait réellement au terme de la présentation du budget d'hier. Donc, un PIB réel moins élevé au terme de la présentation 2026. Je rajoute ici un peu la perspective pour voir comment se compare le PIB réel du Québec à terme de l'exercice autour de 2026 ou 2027 par rapport à ce que la Chaire calcule comme PIB potentiel du gouvernement du Québec. Du Québec, pardon. Et donc, vous voyez, si on regarde dans le graphique de gauche, bien, on peut dire le gouvernement, le Québec est autour des années 2023, 2024 jusqu'à 2027 et grosso modo au PIB potentiel, mais légèrement inférieur. Puis si on regarde du côté du scénario de récession, évidemment, la récession nous amène sous notre potentiel et il faut attendre jusqu'à la fin 2027 pour que l'écart de production se referme et qu'on soit grosso modo au PIB potentiel à la fin de la période. Donc, je poursuis avec
tout ce qu'on a entendu au cours des dernières années, de la dernière année autour de l'inflation, peut-être simplement pour vous montrer que tant en 2023 qu'en 2022, l'indice des prix à la consommation est plus élevé que ce que le gouvernement avait imaginé dans le budget de l'année dernière. Mais on voit aussi que on se retrouve dans la fourchette cible d'inflation là, pour les années 2024 et suivantes. Là, on serait tout près de la fourchette cible là, ou de la cible de 2 %. Donc ça, on le voit assez bien. Mais il y a eu le soubresaut là, où l'anticipation pour 2022 et 2023, le gouvernement avait sous-estimé l'effet de l'inflation. On ne le voit pas ici, mais si je vous montrais ce qu'on anticipait ici à la mise à jour économique, ben, c'était un petit peu plus haut, c'était 3,7. Donc, on voit que le gouvernement a maintenant une révision plus sévère de l'IPC. Donc, le 3,7 qui était prévu pour 2023 serait ramené à 3,5 dans le prochain budget. Donc, ça va être à suivre l'évolution de l'IPC pour les prochains mois, trimestres ou même années, là. Du côté de la création d'emplois, bien, c'est sûr qu'avec l'histoire de la rareté de main-d'œuvre, il y a une quantité phénoménale de postes vacants. Au troisième trimestre de 2022, on était à 232 000 postes vacants. Mais c'est plus du côté de la création d'emplois où c'est plus modeste. Mais si on regarde simplement pour l'année 2023, dans le budget de l'année passée, on pensait une création d'emplois d'un peu moins de 60 000. Dans la mise à jour économique, on était rendu à 31 000 de création d'emplois pour l'année 2023. Et là, il faudrait décortiquer comment le gouvernement explique sa forte croissance, mais on se ramène à 63 000 de création d'emplois pour l'année 2023. Par rapport à la mise à jour économique, le changement, c'est presque le double de création d'emplois. Probablement que le gouvernement en justifie une partie par les baisses d'impôts qui affecteraient l'offre de travail, mais je ne peux pas présumer de ce que comment le gouvernement a fait son calcul. Mais si vous regardez pour les années suivantes, vous voyez vraiment que le nombre de nouveaux emplois est quand même assez stable et plus modeste, là, que l'on prenne le budget 2023 ou que l'on prenne la mise à jour économique ou le budget d'hier. On voit qu'on est tout autour là, de entre 20 et 25 000 emplois par année. Et c'est assez stable selon le moment où on le calcule. Donc, on arrive à une place où le marché du travail n'a plus beaucoup de place pour faire de la création de main-d'œuvre dans un contexte démographique que l'on connaît au Québec. Bon, ça terminerait les faits saillants autour de l'économie. Je ne vous en dis pas plus. Je repartirai dès maintenant sur les faits saillants qui concernent l'état des finances publiques du Québec. C'est quand même assez large, mais on va en profiter pour parler d'équilibre budgétaire, on va en profiter pour parler de revenus-dépenses, ainsi que de dette et de changement au fond des générations. Donc, je débute avec la loi sur l'équilibre budgétaire. Dans la foulée de la pandémie, le gouvernement avait suspendu temporairement certains éléments de la loi sur l'équilibre budgétaire. Maintenant, on lève la suspension concernant la loi sur l'équilibre budgétaire. Donc, la loi va s'appliquer pleinement et entièrement. Et le gouvernement se dote d'un plan de retour à l'équilibre budgétaire qui va être contraignant. Donc, il faut qu'on atteigne les cibles qu'on s'est fixées. Ça a l'air simple, là, de dire on se donne un déficit de 4 milliards en 2023-24, 3 milliards l'année suivante, 2, 1, 0, boum, l'équilibre budgétaire est retrouvé après 5 ans. Mais vous allez voir quand même que c'est peut-être pas si facile que ça pour le faire. Donc, de quelle façon on passe de 3, 4, 2, 1, 0 à l'équilibre budgétaire? C'est le gouvernement, de la manière que c'est expliqué dans le plan budgétaire, c'est on fait croître les revenus aux perspectives budgétaires et on limite la croissance des dépenses pour s'assurer que les cibles soient atteintes. Et on annonce aussi, même si ce n'est pas précisé dans le détail, on annonce aussi qu'on va profiter du retour plein et entier de la loi sur l'équilibre budgétaire pour la moderniser parce qu'il y aurait certains éléments qui pourraient être modifiés, bien qu'on n'en a pas les pleins paramètres actuellement, notamment à quel moment serait déclenché un plan de résorption des déficits? Est-ce que c'est dès qu'un déficit excède 1 milliard? Donc, il y a ces notions-là qui seront à préciser par rapport aux vieilles règles qui s'appliquaient avant la suspension temporaire
de la loi sur l'équilibre budgétaire. Donc, je poursuis à cet égard-là. Donc, je vous ramène ici là, en visuel un peu ce que je vous disais à la diapositive précédente. On passe d'un déficit de 5 à 4 à 3 à 2 à 1 à 0 avec une croissance naturelle des revenus et une limitation à la croissance des dépenses pour que se dégage, grosso modo, 1 milliard de solde budgétaire positif pour chacune des 5 années. Et si on regarde, évidemment, les déficits que je vous présente, c'est toujours au sens de la loi sur l'équilibre budgétaire. Et si je vous les présente à la lumière du scénario alternatif que le gouvernement a présenté, le ministre des Finances a présenté donc son scénario qu'il considère le plus probable, mais il en a présenté un de récession. Et il va de soi que si on présentait, ou si c'est le scénario de récession qui se matérialisait, bien, ça crée une pression sur les déficits budgétaires. Et vous le voyez ici, les déficits en scénario de récession seraient plus importants, mais on voit qu'on serait néanmoins pratiquement au retour à l'équilibre budgétaire en 2027-28. Mais ça l'aggrave chacun des déficits. S'il y a une récession, il n'y a pas vraiment de surprise à cet égard-là. Ici, dans le fond, on décompose le solde budgétaire déficitaire qu'on vous présente pour chacune des années pour essayer de voir, mais qu'est-ce qui explique ce déficit-là? Est-ce que c'est en bleu une composante structurelle? Ça voudrait dire que le gouvernement ne perçoit pas assez de revenus par rapport aux dépenses qu'il a ou qu'il a trop de dépenses par rapport aux revenus? Ou est-ce qu'une composante conjoncturelle, donc parce que parce que l'économie n'est pas, par exemple, à son plein potentiel? Puis on voit qu'en orangé, ça représente pour les 2 premières années un petit peu moins que la moitié du déficit qui est là. La grande explication, c'est les provisions que le gouvernement se met pour risque où justement on ne serait pas à notre plein potentiel et qu'on aurait des éléments de nature conjoncturelle. Donc, ici, c'est toujours sur la base du scénario de référence, évidemment. Si c'était le scénario de récession qui se produisait, évidemment, on aurait des déficits plus élevés, comme je viens de le mentionner, et la plus grande part des déficits serait naturellement de nature conjoncturelle puisque l'économie serait en récession. Puis vous le voyez pour l'année 2024-25, on pourrait dire que essentiellement, tout le déficit de cette année-là serait de nature conjoncturelle. Je poursuis. Les nouvelles initiatives que le gouvernement a faites dans le cadre du budget d'hier s'ajoutent aux nouvelles initiatives, évidemment, qui avaient été faites dans le cadre de la mise à jour économique. Mais les nouvelles initiatives d'hier représentent 12,1 milliards de nouvelles initiatives ou de nouveaux engagements sur la période 2022-23 à 2027-28. Vous voyez ici que du côté des revenus du gouvernement, si on prend ces revenus autonomes, ils sont en croissance. Si on regarde plus spécifiquement la portion orangée qui est les transferts fédéraux, d'une part, dans les prochaines années, ça croît moins vite. On va y revenir dans un autre diapo, mais on peut déjà voir qu'en 2023-24 ou 2024-25, il n'y a pas de croissance des transferts fédéraux dans les informations que je vous transmets. Si on regarde la croissance des revenus autonomes, dans le budget de l'an dernier, on prévoyait une croissance plus modeste des revenus autonomes. Évidemment, les revenus autonomes sont un peu dopés par la croissance de l'inflation, qui ont elles-mêmes dopé la croissance du PIB nominal, si bien qu'on voit qu'en 2022-23, les revenus autonomes ont cru plus vite qu'on l'imaginait l'année dernière. Par contre, si vous regardez l'année qui va débuter au 1er avril 2023-24, là, les revenus autonomes vont croître moins vite que ce qu'on croyait l'année passée. Donc, il y a comme un rééquilibrage. Il y a eu une croissance plus rapide des revenus autonomes en 22-23, mais une croissance plus faible pour les années suivantes. Si je prends l'ensemble je décortique dans le fond les grandes assiettes, bien,
l'impôt sur le revenu va croître en rendement en milliards. La croissance est pratiquement moins là ou pratiquement absente en 2023-24 parce que c'est la conséquence de la baisse d'impôts. Du côté des taxes à la consommation, il y a croissance, mais la croissance est un peu moins rapide que la croissance de l'économie. Et du côté de l'impôt des sociétés, bien, essentiellement pour l'année 2023-24, il n'y a pas de croissance, mais ça s'explique par le nouveau congé fiscal que je vais vous expliquer un peu plus tard lorsqu'on arrivera dans les mesures fiscales. Si on regarde du côté des transferts fédéraux, un peu ce que je vous disais d'entrée de jeu, de manière globale, sur les 3 années, les transferts fédéraux augmentent très peu. Ils augmentent notamment pour les transferts canadiens pour la santé. On le voit, l'orangé a augmenté entre 2022 et 2023, mais on voit que globalement, les autres transferts, notamment, il y a des transferts qui disparaissent qui étaient liés à la pandémie, ce qui fait que le montant total augmente très peu ou stagne pour l'année entre 2023-24 et 2024-25. On va passer quelques instants sur les dépenses de portefeuille. Les dépenses de portefeuille croissent, mais à un rythme inférieur à la croissance du PIB. Ça, il faut quand même le garder en tête. Et dans le fond, il y a un petit pointillé en blanc. C'est parce qu'on a vraiment l'impression qu'en 2023-24, les dépenses de portefeuille augmentent peu. Elles augmentent peu parce que dans l'année précédente, 2022-23, il y a eu notamment un montant ponctuel qui a été versé aux citoyens québécois, à la vaste majorité des citoyens québécois. Et ce faisant, bien, ça a haussé notre base de comparaison qui est l'année précédente. Mais en pointillé, ça montre que compte non tenu du montant ponctuel pour le coût de la vie, la croissance des dépenses hors montant ponctuel pour le coût de la vie atteindrait 3,9 % en 2023-24. Si on regarde les ministères, entre guillemets, d'importance, les plus significatifs en termes budgétaires, là. Donc, santé, services sociaux, pour l'année en cours, la croissance sera prévue de 7,7 %. Si on regarde pour l'éducation, croissance de 6 %. Si on regarde pour l'enseignement supérieur, croissance de 5 %. Ça, c'est en 2023-24. En orangé, c'est l'année suivante, donc l'année 24-25. Vous voyez déjà que la croissance de la santé sera ralentie ou serait moitié moindre. Un peu la même chose en éducation, alors que l'enseignement supérieur aura quand même une bonne croissance. Ça, c'est pour les portefeuilles les plus significatifs. Si on cumule l'ensemble des autres portefeuilles, qu'on appelle autres portefeuilles, donc toutes les autres interventions de l'État, on constate qu'en 2023-24, il y aurait une décroissance de ces autres portefeuilles-là combinés. Encore une fois, je vous rappelle, il y a un montant ponctuel qui a été versé en 2022-23. En l'absence de ce montant-là, on aurait quand même une croissance, on va du côté gauche, de 5,7 %, mais le fait qu'on l'ait versé, ça veut dire qu'on part sur une base plus haute et donc on a une illusion, entre guillemets, de non-croissance des autres dépenses de portefeuille pour 23-24. Cela dit, je ne vous cacherai pas, 2024-25, si on en donne beaucoup à la santé, l'éducation et l'enseignement supérieur, les autres ministères vont avoir beaucoup moins. On parle de 1,4 % qui serait la croissance pour 2024-25. Je poursuis l'analyse. Le sujet, la finance publique, est quand même assez vaste, là. Donc, on a le plan québécois des infrastructures. C'est un plan sur 10 ans. Le plan 2023-2033 atteint 150 milliards. C'est 7,5 milliards de plus que le plan 10 ans qui se terminait un an plus tôt, 2022-32. Puis vous voyez que là, ça progresse quand même. En 2020, on avait un plan 10 ans de 130 milliards. Là, on est rendu à 150 milliards. Puis quand on regarde du côté du graphique de droite, quelle est
la composante la plus significative en termes d'infrastructures à financer avec le Plan québécois des infrastructures, c'est le réseau routier qui récolte 21 suivi de l'éducation et l'enseignement supérieur à 20 Donc, c'est sûr qu'il y a un autre qui est plus large, là, mais un autre qui comprend un fourre-tout de toutes sortes de dépenses dans le Plan québécois d'infrastructure. Une question qui est intéressante quand on regarde le Plan québécois des infrastructures, c'est de dire, ben, dans 10 ans, est-ce que nos infrastructures seront en meilleure situation qu'ils ne le sont actuellement? Il va y avoir encore un déficit de maintien des actifs. Il augmente d'ailleurs en 2023, mais on anticipe que les infrastructures en bon état, qui sont actuellement seulement la note de 56 des infrastructures qui sont en bon état en 2023, on devrait atteindre une note de 71 des infrastructures en bon état dans 10 ans. Donc, il y aura une amélioration des infrastructures. Et je vous ai parlé du plan québécois des infrastructures de 150 milliards sur 10 ans, mais vous notez qu'il y a 82 milliards du 150 qui est versé donc dans les 5 premières années. Donc, les premières années sont plus importantes que les dernières. Donc, c'est comme s'il y a c'est une volonté de faire un certain rattrapage. Donc, c'est ce qui apparaît lorsqu'on décortique le plan sur 5 ans, des 5 premières années, pardon. Bon, la dette, il faut parler de la dette, puisqu'il y a eu certains changements. Si on regarde la dette, les anciennes cibles qui avaient été fixées, la cible en proportion du ratio de dette brute est déjà atteinte. Et la cible qui était en proportion des déficits cumulés en proportion du PIB, la cible ne serait pas atteinte en 2025-26, mais elle le serait en 2027-28. Et ce qui amène, dans le fond, la réflexion, est-ce qu'on doit se fixer des nouvelles cibles? Le ministre avait déjà dit qu'il voulait se fixer des nouvelles cibles et c'est ce que je vais vous présenter. Quelles sont les nouvelles cibles d'endettement pour le gouvernement du Québec? Puis après ça, on va se comparer avec comment se compare le futur niveau d'endettement du Québec avec les autres provinces canadiennes? Donc, ce que le ministre propose de changer dans la loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations, c'est d'avoir une seule cible au lieu de deux, mais qu'elle soit basée sur la dette nette, ce qui va favoriser les comparaisons notamment avec les autres provinces canadiennes, ce qui tient compte des investissements en immobilisation que le gouvernement fait également. Et avec ce nouveau concept de dette-là, l'objectif du gouvernement, c'est d'avoir un ratio de dette nette PIB dans 15 ans de 30 du PIB dette nette. Et avec une cible intermédiaire, en 2032-33, d'avoir une cible de ratio de dette nette en proportion du PIB de 33 Le ministre se donne un peu de souplesse également. Il dit, oui, c'est ma cible, 30 du PIB en dette nette en 2037-38, mais il se dit ça, c'est la médiane. Je pourrais avoir 2,5 points de PIB de dette de plus ou de moins. Et donc, techniquement, il pourrait être entre 32,5 et 27,5 en termes d'endettement et les cibles seraient atteintes à ses yeux, mais la cible médiane, c'est 30 Comme il veut financer puis j'anticipe un peu, mais il veut financer une partie des baisses d'impôts par des réductions de versements au Fonds des générations, il revoit les versements qui vont être versés au Fonds des générations. Dans la loi, ça va être changé. Essentiellement, les revenus dédiés au Fonds des générations, ça va être une redevance hydraulique d'Hydro-Québec et des producteurs privés et une contribution additionnelle d'Hydro-Québec payée à même le dividende qu'Hydro verse au gouvernement. Puis évidemment, les revenus de placement qui sont générés par le fonds, elles sont remis dans le fonds comme un revenu qui sont dédiés. Ce qui veut dire que par rapport à ce qui prévalait avant le budget, il y a des sommes qui étaient versées au Fonds de génération qui ne le seront plus. Il y avait l'indexation de l'électricité patrimoniale, il y avait les revenus miniers, une portion des taxes spécifiques sur les boissons alcooliques et les biens non réclamés, les revenus découlant des biens non réclamés qui étaient versés au Fonds des générations. Maintenant, ça va rester dans les revenus consolidés du gouvernement. Et donc,
Et ça va servir donc l'écart entre les deux à financer les baisses d'impôts qu'on va vous présenter dans quelques instants. Pour vous dire que la valeur du fonds dans quelques jours, au 31 mars 2023, s'établirait à 19,2 milliards de dollars, mais qu'en plus des changements qui a été annoncé par le ministre des Finances, il annonce qu'il va faire 2 versements pour rembourser la dette, 2 versements de 2,5 milliards chacun, un dans le prochain exercice 2023-24 et un autre dans l'exercice suivant 2024-25. Donc, on a une valeur de 19 milliards. Actuellement, il y a un 2,5 milliards qui va être versé en réduction de la dette dès l'année prochaine et un autre l'année suivante. En tenant compte de ces versements du parti du Fonds des générations pour payer la dette, en tenant compte de la réduction des versements au Fonds des générations, on peut comparer ici la valeur comptable du fonds attendue au fil des années. Évidemment, si on en verse moins, puis si on a pris de l'argent pour payer la dette, c'est normal que la valeur comptable du fonds soit plus faible. Mais vous voyez déjà pour l'année 26-27, on parle d'un écart là, de 13 milliards là, de valeur comptable en moins. Bon, pourquoi le gouvernement cherche à réduire sa dette? Bien, c'est lorsqu'on compare la dette nette du Québec en proportion de notre économie, on s'aperçoit que dans une comparaison canadienne, le Québec a la 3e dette nette en proportion de son économie la plus élevée. Donc, et on comprend un peu la cible du gouvernement en 2037-38 d'atteindre 30 %. Ça nous ramènerait un peu sous la moyenne canadienne. Notamment, là, en ce moment, la moyenne canadienne dans cette illustration-là est gonflée elle-même par le Québec. Donc, si on prenait la moyenne de la dette nette des autres provinces canadiennes, on serait davantage entre 29 et 30 %. Donc, je poursuis pour montrer quel est l'effet de réduire les versements au Fonds des générations. Bien, on va atteindre un ratio de dette nette PIB en 2038 de 27 % après les changements aux revenus, puis on l'aurait atteint grosso modo 5 ans plus tôt si nous n'avons pas changé les versements qui seraient faits au Fonds des générations. Donc, ce que le ministre dit, grosso modo, c'est la réduction des versements au Fonds des générations pour financer les baisses d'impôts, ça retarde l'atteinte de la cible d'endettement de 5 ans. Bon, notre dette nette au Québec, vous la voyez dans le graphique de gauche en bleu, elle augmente, elle atteint 207 milliards en 2022-23 et elle va progresser jusqu'à 233 milliards pour l'année 2027-28. Ça s'explique notamment par les déficits budgétaires qu'on aura durant cette période-là et par le coût des immobilisations nettes là, que le gouvernement a, notamment par le plan québécois des infrastructures. Dans le graphique de droite, ce qu'on a, c'est ce qu'on consacre annuellement à payer les intérêts sur notre dette. On voit une légère croissance de ce poste budgétaire-là au cours de la période. Bon, il y a des fiscalistes qui sont connectés pour nous entendre, donc il y en a qui ont le goût de parler de mesures fiscales. Nous voilà rendus à parler des mesures fiscales et budgétaires qui touchent les particuliers. La fameuse baisse d'impôts dont je vous parlais d'entrée de jeu, on est passé de 34 minutes, il était temps qu'on y arrive, la voici. Donc, réduction du taux général des 2 premières tranches du barème d'imposition de 15 à 14, de 20 à 19, essentiellement pour les revenus imposables en bas de 98 500 vont être imposés à un taux moindre. Et il faut prendre en compte que le gouvernement n'ajuste pas ça dès maintenant. Ça s'applique pour toute l'année 2023, mais le gouvernement va ajuster les revenus à la source à partir du 1er juillet prochain. Donc, ce n'est qu'à partir du 1er juillet prochain, notamment les salariés vont s'en apercevoir. Et le solde va être palpable, notamment au moment où le solde restant va être palpable au moment où on va produire sa déclaration d'impôt. Donc, on va bénéficier de retenue à la source moindre pour les 6 derniers mois de l'année, puis on va avoir un remboursement d'impôt
lors de la prochaine production de notre déclaration 2023. Ça coûte sur une période de 6 ans, cet élément-là, 9,2 milliards. Corollairement à la baisse du premier taux du barème d'imposition, on ajuste tous les taux des crédits, généralement, sont au taux le plus bas de 15 %. Et comme le taux le plus bas du barème passe de 15 à 14, le taux de conversion des crédits non remboursables passe également de 15 à 14. Cependant, il y a certains ajustements qui sont accordés pour certains crédits afin que ça procure la même réduction d'impôt avant le changement du taux. Je donne un exemple pour le montant pour personne à charge. C'est un montant de 4 810 à 15 %. Ça donnait une économie d'impôt de 722 $. Mais maintenant, vu que le taux est 14, on a augmenté le montant accordé à 5 154 $, mais ça va toujours vous procurer une économie d'impôt de 722 $. Je soupçonne que pour éviter de se faire critiquer sur le fait qu'il y a des baisses d'impôts qui ne profitent pas à des gens qui ne sont pas imposables, alors que le crédit solidarité s'applique aux contribuables imposables ou non imposables avec un seuil de revenu, grosso modo, je vais le résumer à 50 000 pour une personne seule, mais c'est autour de 50 000 pour un ménage, un couple. Ils ont choisi de doubler l'indexation de la composante logement à partir du 1er juillet prochain. Techniquement, la composante logement aurait dû augmenter, tel qu'il avait été annoncé à l'automne, de 6,44 %. Donc, l'indexation prévue du régime. Ils ont choisi de mettre 12,88 % pour cette composante-là, si bien qu'une personne seule va recevoir 39 $ de plus de crédit solidarité que ce qui était prévu. Alors que pour les couples sans enfants ou familles monoparentales, ça sera 47. Et pour un couple avec enfants, ça sera 63. Donc, ça compense pour ceux qui auraient moins d'économies d'impôt sur le revenu. Puis ici, c'est un peu ce qu'on vous montre. Donc, pour mesurer l'effet à la fois de la baisse de l'impôt sur le revenu et de la bonification du crédit solidarité, donc on le présente pour une personne seule, on cumule les deux. Donc, une personne, par exemple, à 50 000 aurait droit à 328 $ de baisse d'impôt, 39 $ de crédit solidarité bonifié. On arrive à 367 $ de plus en argent annuellement en augmentation de revenus disponibles. Par rapport aux impôts qu'ils payaient, c'est 7,4 % de réduction. Mais si on regarde en proportion de leur revenu imposable, ça représente 0,7 % de leur revenu imposable. Si on fait le même exercice pour quelqu'un à 150 000, oui, il y a une baisse d'impôt plus significative. Il n'y a plus de crédit solidarité. Et lorsqu'on regarde le total qu'il reçoit en espèces, par rapport à son revenu imposable, ça représente un pourcentage, une proportion moindre. Puis, ça représente une proportion moindre par rapport également aux impôts qu'ils avaient à payer. Fait que vous comprenez, ça permet un peu de nuancer plutôt que de regarder juste la baisse d'impôts en espèces. Évidemment, on refait le même exercice pour un couple ayant 2 enfants où les revenus seraient partagés 50-50. Et encore une fois, c'est possible de voir, selon le revenu, la réduction augmente en argent, mais en proportion des impôts payés avant, ça diminue. Et en proportion, ici, vous voyez, là, ça dépend, ça prend un certain moment, là, mais ici, à 120 000, en proportion du revenu imposable, l'économie reçue, même si c'est moindre, ça a une importance relative plus grande qu'à un revenu plus élevé. Donc, ça permet une appréciation des baisses d'impôts cumulées ici qui est prise en compte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme changement à la fiscalité des particuliers? Un élément qui est apparu dans le budget d'hier, c'est notamment concernant les fonds de travailleurs. Donc, pour les fonds de travailleurs, on change un peu la fonction ou l'objectif du fonds de la FTQ et du fonds d'action. On change un peu aussi pour le crédit développement régional Desjardins.
Mais plus spécifiquement, pour les 2 crédits travailleurs, ce qu'on vient faire, on fait 2 changements significatifs. On allonge la détention minimale pour les fonds de travailleurs, qui est actuellement de 2 ans, pardon. À partir du 1er juin 2024, ça va passer à 3 ans, 4 ans l'année suivante, 5 ans l'année suivante. Donc, au 1er juin 2026, l'achat de nouvelles actions du fonds d'action du fonds de travailleurs va devoir être détenu 5 ans. Un autre élément, il y a un peu de concurrence entre les contribuables pour avoir droit à des actions du fonds d'action et du fonds de solidarité. Alors, le gouvernement, pour qu'il y ait accès à ces mesures-là vers les Québécois qui en ont le plus besoin, on exclut indirectement, à partir de 2024, de l'admissibilité au crédit d'impôt. Donc, le crédit d'impôt ne sera pas admissible aux contribuables qui sont imposables au taux marginal supérieur. Donc, si vous êtes imposable au taux le plus élevé au Québec, vous n'aurez plus droit au crédit d'impôt pour fonds de travailleurs. On se base sur votre revenu imposable de la 2e année précédente pour que vous puissiez savoir si vous cotisez en 2024. Est-ce que ça va vous permettre d'avoir droit au crédit d'impôt sur la base de votre revenu imposable de 2022? C'est juste pour illustrer que je vous dis ça. Parmi les autres mesures aux particuliers, il y a notamment l'aide financière aux études. Pour l'aide financière aux études, il y avait eu une bonification des frais de subsistance dans un énoncé précédent, mais c'était une bonification qui était temporaire, qui devait prendre fin en 2022-2023. Cette bonification-là devient permanente. Vous voyez, ça a quand même un coût de 351 milliards sur 5 ans. Et un autre petit changement qu'il y a, ça concerne les crédits d'impôt pour les pompiers volontaires ou les volontaires en recherche. Bien, ces crédits d'impôt-là ont été augmentés. Donc, le montant servant au calcul passe de 3 000 à 5 000 pour l'année d'imposition 2023. Et on annonce que ce nouveau montant-là de 5 000 en 2023 va être indexé pour les années suivantes, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et donc, une mesure quand même avec un coût plus modeste, mais il y a un signal qui est envoyé pour bonifier cette mesure-là. Bon, on passe aux mesures fiscales et budgétaires qui touchent les particuliers, les sociétés, pardon. Bon, le plus gros changement, c'est un nouveau congé fiscal relatif à la réalisation de grands projets d'investissement. Il y avait déjà un congé fiscal pour les grands projets d'investissement, mais il devait prendre fin cette année. Donc là, on a un nouveau. Il s'applique à de nouveaux secteurs. Donc, je ne vous rentrerai pas dans les secteurs admissibles, mais il y a un élargissement des secteurs admissibles, c'est ça qu'il faut comprendre. Ce congé fiscal-là, de la façon qu'il fonctionne, ça va effacer votre impôt à payer sur l'impôt sur le revenu de l'ensemble de vos activités et vos cotisations FSS sur les salaires que paye votre entreprise. C'est un congé fiscal de 10 ans qui débute après une période de 48 mois, là, qui est après la période maximale de 48 mois après votre investissement. Pour se qualifier au congé fiscal, il faut avoir un grand projet d'un minimum de 100 millions, mais d'un maximum de 1 milliard. Et les dépenses admissibles vont être dépendamment variables, dépendamment de notre zone où l'investissement a lieu. Les dépenses admissibles vont être de 15 % si nous sommes à Montréal ou Québec, de 20 % si nous sommes hors Montréal et Québec. Et si nous sommes dans un territoire dévitalisé, c'est écrit 25, mais c'est 25 %, là, donc ça sera possible. Donc, on a une plus grande part dans les territoires dévitalisés. À terme, ce budget-là, sur 4-5 ans, c'est censé coûter 373 millions et on s'attend à 100 nouveaux projets qui représenteraient, grosso modo, 24 milliards d'investissements. Bon, il y a beaucoup d'autres choses pour les sociétés. Il y a des crédits d'impôt remboursables pour la production cinématographique qui a été modifié. Il
Il y a la bonification du crédit d'impôt remboursable pour l'édition du livre où le plafond de dépenses est haussé et le taux du crédit remboursable est également haussé. Et il y a une augmentation aussi des dépenses admissibles de main-d'œuvre pour le crédit remboursable pour la production d'événements et environnements multimédia qui sont présentés à l'extérieur du Québec. Donc, des crédits peut-être un peu plus nichés dans le cinématographique télévisuel, l'édition du livre ou les activités événements multimédia hors Québec, mais il y a des bonifications dans chacun de ces 3 crédits d'impôt remboursables-là. Du côté budgétaire, il y a une série de choses aussi. On ne peut pas rentrer dans tous les détails, là, sinon j'ai peur de vous endormir, mais il y a, pardon, il y a des terrains industriels qui pourraient accueillir des grands projets d'envergure. On veut les valoriser, c'est l'objectif. Donc, on développe là, pour assurer le développement durable de certains sites. On débloque 40 millions sur 4 ans. Nous sommes dans les dépenses essentiellement budgétaires. On a également on veut intensifier l'effort en innovation. Et là, on veut déployer certaines zones. Dans ces zones-là, il y a une zone qui s'appelle District Q à Sherbrooke, Technum à Québec. C'est le genre d'argent où le gouvernement veut développer des zones d'innovation. On veut innover en transport. Donc, vous voyez, c'est une série de projets budgétaires. Je n'ose pas rentrer dans tous les détails de peur de moi-même m'y perdre et d'amener peut-être certaines confusions de votre part, là, mais pour un terminal à contre-cœur, on veut permettre l'électrification, donc des sommes qui sont allouées. C'est tout dans une perspective d'innovation. Bon, on a fait les mesures fiscales qui touchent les particuliers, qui touchent les sociétés. On ne peut pas passer sous silence certaines mesures éco-fiscales ou environnementales. Donc, dans le budget, des fois, c'est des mesures plus modestes, mais il faut quand même en parler. On parle d'éco-fiscalité pour les droits pour les pneus neufs. Depuis extrêmement longtemps, je pense que c'est 1989, il y a des droits pour les pneus étaient de 3 $ par pneu. On augmente ce droit par pneu-là à 4,50 $ ou à 6 $ par pneu selon la taille du pneu. Ça va commencer le 1er juillet prochain. On s'attend donc à des revenus additionnels qui vont être gérés par ça. Et tous les 5 ans, il y aura un test de viabilité du programme de gestion de récupération des pneus. Et tous les 5 ans, on pourra ajuster à la hausse les droits sur les pneus aux besoins pour que le programme reste viable. Mais il n'y a pas d'indexation annuelle de prévu. Donc, on passe de 3 à 4,50 ou 6. Puis dans 5 ans, on ajustera. Puis peut-être qu'on passera de 3 à 5 et 9, peu importe les chiffres. Donc, les ajustements ne se feront pas de manière automatique via de l'indexation. Ça va être une analyse tous les 5 ans. Toujours en matière d'éco-fiscalité, donc les sommes qui vont dans le plan pour une économie verte pour l'année 2023-28 sont en augmentation par rapport à ce qui était prévu sur un plan 5 ans qui se terminait en 2027. Donc ça vient notamment des revenus additionnels du marché du carbone. Et donc, il faut souligner ça. Et un autre élément aussi qu'on peut garder en place, c'est on parle d'un fonds bleu. Donc, on veut mettre en place un fonds bleu. Ça a déjà été annoncé. Il manque encore un peu de détails. Donc, le ministre en donne un peu, mais on comprend qu'il y aura un autre ministère qui fera une annonce où le fonds bleu sera financé par les fameuses redevances sur l'eau à un tarif qui n'a pas encore été déterminé pour le moment. Mais on veut injecter dans ce fonds bleu-là des centaines de millions de dollars pour faire des nouvelles initiatives, notamment autour de la stratégie québécoise de l'eau. Il y a aussi, ce n'est pas de l'éco-fiscalité comme telle, mais il y a aussi des nouvelles dépenses budgétaires sous l'angle de l'environnement. Donc, le plan Nature 2030 qui découle de les objectifs de protection et de biodiversité de la dernière COP 15. Donc, il y a des sommes qui sont octroyées à l'égard des dépenses budgétaires environnementales. Il y a, on est sous le grand chapeau de l'éco-fiscalité, il y a le Fonds des réseaux de transport terrestre qui a été mis en place il y a environ 12-13 ans, qui montre que
Ce fonds-là a été créé pour financer les infrastructures routières et le transport en commun. Et c'était alimenté presque exclusivement au départ avec une notion ou une perspective d'utilisateur-payeur. C'était financé par les taxes sur le carburant, les droits sur les permis de conduire et les immatriculations. Mais quand on regarde l'historique, on voit que de 2017 à 2020, malgré qu'on a ajouté d'autres sources aux sources initiales, c'était déficitaire annuellement. Et là, on voit que pour l'année 2022-2023, ce n'est pas déficitaire, mais que ça va le redevenir pour 2023-2024 et suivantes, parce que la croissance des revenus qui vont rentrer dans le fort va être moindre que la croissance des dépenses qui vont sortir du fort. Et donc, ça nous amène à la réflexion suivante. Si c'est essentiellement de l'éco-fiscalité ou une notion d'utilisateur-payeur qui finance le fort, si les dépenses sont en croissance, il faudrait que les revenus le soient. Et bien que ce ne soit pas populaire d'augmenter les taxes sur l'essence, peut-être que si on ne trouve pas d'autres sources, c'est la source inévitable qui devrait aller dans le financement de ce fonds de réseau de transport terrestre-là qui est prévu. Bon, le budget 2023-2024, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le régime des rentes du Québec. Vous savez que, puis je vais terminer là-dessus, vous savez que les consultations publiques du régime des rentes du Québec ont lieu tous les 6 ans. Elles ont eu lieu en février dernier. Et il y avait des pistes qui étaient explorées lors des consultations publiques là-dessus. Notamment, il y avait le relèvement de l'âge pour pouvoir anticiper sa rente. Ça ne bouge pas. Il y a la notion de pleine rente, est toujours à 65 ans. Ça n'était pas prévu bouger, cela dit. Mais on voulait reporter le début des prestations, ne pas pouvoir les anticiper avant 62 ans. On maintient le début des prestations à 60 ans. On ajoute à cet élément-là, par contre, la possibilité de pouvoir reporter plus longtemps sa rente. Actuellement, moyennant des ajustements actuariels des deux côtés, soit parce qu'on l'anticipait de 65 à 60 ou parce qu'on la reportait jusqu'à 70 ans, il y avait des facteurs d'ajustement. Là, on va pouvoir la repousser jusqu'à 72 ans dès 2024 pour ceux qui le souhaitent. Et ça permettra une augmentation, là, pour ceux qui ont droit à la rente maximale, ça peut permettre une hausse à vie de 2 630 $ par année de sa rente si on la repousse de 70 à 72 ans. Donc, c'est une majoration qui est quand même significative. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme changement? Un changement quand même assez fondamental qui avait été proposé quelques fois, c'était, puis ça va entrer en vigueur dès 2024 également, c'est que lorsqu'on a plus de 65 ans et plus, et qu'on souhaite ne plus cotiser au régime des rentes, ça va être possible que les cotisations soient facultatives, mais pour les bénéficiaires d'une rente. Si vous êtes bénéficiaire d'une rente du régime des rentes du Québec et vous voulez continuer de travailler, vous allez pouvoir dire « Je suis bénéficiaire, mais je ne veux plus cotiser ». Ça sera possible, ça va être un choix annuel qui va être révocable, donc à partir de 2024. Mais si vous n'êtes pas bénéficiaire d'une rente, bien là, vous allez devoir continuer de financer, de cotiser. Donc, je vous donne l'exemple ici, quelqu'un qui est déjà bénéficiaire, qui a 67 ans, par exemple, et qui est déjà bénéficiaire de la rente du régime des rentes du Québec, qui a un revenu de retraite, grosso modo, là, de 38 500 et qui ferait le choix de continuer de travailler pour aller chercher un salaire de 15 000, bien, avant ce changement-là, la personne aurait cotisé 736 $ de cotisation RRQ en échange d'une rente supplémentaire. Il faut quand même le dire plus tard. Là, la personne aurait le choix de dire « Moi, je ne veux plus cotiser ». Ça augmente donc le taux de conservation de son revenu de travail. Donc, vous le voyez, au lieu de conserver 65,7 % du 15 000, elle conserverait maintenant, cette personne-là, 69,7 % du 5 000. Donc, il y a aussi, avant ça, dès qu'on avait 18 ans et plus et qu'on avait des revenus de travail excédant 3 500 $, on devait cotiser, peu importe notre âge, même si on avait 83 ans, on devait cotiser. Il y a la fin de l'obligation de cotiser après 72 ans. Ça aussi, ça va rentrer en vigueur dès 2024. Ceux qui cotisaient passé 65 ans, des fois, c'est un petit travail à temps partiel
ça pouvait affecter à la baisse la moyenne des gains carrière. Bien, ça ne sera plus le cas à partir de 2024. Il y a une protection pour que si vous avez des revenus de travail passés 65 ans, ça ne puisse plus jouer négativement sur votre gain carrière. Ça peut jouer positivement, mais pas négativement. Enfin, il y a des mécanismes d'ajustement automatiques. Il n'y a pas de changement pour le régime de rente de base, mais pour la bonification qui est mise en place progressivement, ce qu'on appelle le régime supplémentaire, il va y avoir un mécanisme d'ajustement qui va être prévu comme dans le régime de pension du Canada, où, advenant des moins bonnes performances de rendement, l'ajustement se ferait entre les travailleurs, les employeurs et les retraités. Mais à contrario, si les rendements sont trop bons, l'indexation pour les retraités pourrait être supérieure à l'inflation. Bon, pour le régime des rentes, c'est vraiment ma dernière diapo. Ils ont l'intention de revoir la manière dont Retraite Québec communique avec sa clientèle afin de mieux refléter, lorsque vous approchez de 60 ans, la communication est importante, à savoir quels sont les effets de reporter les versements de sa rente ou de les débuter de manière anticipée. Ils veulent revoir la manière de communiquer et ils veulent lancer des travaux pour avoir une certaine réflexion sur certaines situations particulières. Lorsqu'on a des jeunes enfants à charge, lorsqu'on a des incapacités ou lorsqu'on est aidant, proche aidant, ils veulent avoir une réflexion comment on pourrait ou est-ce qu'on doit tenir compte de certains éléments dans le régime. Donc, je m'arrête. Peut-être, Suzy, on a quelques temps pour répondre à quelques questions, puis je propose qu'on déborde un peu, qu'on n'arrête pas à 13 heures pile, parce que sinon, il y a seulement 3 minutes. C'est bon, on va prendre peut-être un petit 10 minutes, en effet, au lieu d'un 3 minutes, un 10-15 minutes. Donc, on y va. Donc, on va passer à une série de questions. Je les ai pris. Je vais commencer par faire un petit mea culpa. Il y a quelqu'un qui assiste à notre conférence qui a noté une lacune dans une diapositive où on indique que les nouvelles initiatives sont de 12 milliards de dollars, et c'est vrai. J'ai fait une petite erreur. J'ai regardé juste la partie richesse. Donc, c'est de la mauvaise diapo qui est là. Il va y avoir une correction. Donc, l'ensemble des initiatives, c'est bien 24 milliards de dollars comme l'indiquait un de nos, je ne dirais pas spectateurs, des participants. Merci. Donc, je m'excuse, ça va être corrigé en après-midi et ajusté dans le PowerPoint. Le 12 milliards, c'est vraiment la partie de ce qui retourne aux contribuables en termes de richesse des contribuables qui est indiqué. Donc, ça va être corrigé. Alors, merci. J'apprécie le commentaire. Sur ça, on repart avec des questions. En fonction des emplois, Luc, il y a quelqu'un qui demande, qui dit qu'en conférence de presse, le ministre Girard a indiqué que la baisse d'impôts va permettre de stimuler l'emploi avec une contribution pour l'équivalent de 16 000 emplois. Donc, est-ce que c'est réaliste? Puis par rapport à ça, il y a un autre participant qui dit que la baisse d'impôts, en effet, va réduire les recettes fiscales de l'État, mais comme elle va créer de l'impôt, il va avoir plus de recettes fiscales. Est-ce qu'il y a moyen de chiffrer cet élément-là dans le budget? Donc, je te laisse un petit peu avec tout ça. C'est pas simple à répondre, là. Donc, est-ce qu'on peut dire quelques mots à cet égard-là? Nous, on n'est pas en mesure en ce moment de faire de calcul pour dire que la baisse d'impôts va créer 16 000 emplois. Par contre, le ministre est assez confiant puisqu'il le dit en conférence de presse, mais même dans ses tableaux de principaux indicateurs économiques, il y a vraiment beaucoup plus d'emplois qui sont prévus pour 2023 suite au budget qu'il y en avait prévu dans la mise à jour économique. Donc, il y a vraiment ce sentiment-là. C'est vrai que les gens, l'offre de travail va être affectée et c'est particulièrement le cas pour les gens à plus faible revenu. Donc, mais est-ce que tout ça cumulé peut conduire à 16 000 emplois? Moi, je peux pas m'avancer, mais c'est sûr que ça joue favorablement sur l'offre de travail. Bon, la deuxième volet, Suzy, de la question, c'était de dire est-ce que ça peut, en baissant les impôts, tellement stimuler l'offre de travail qu'à terme, on ait le même montant de revenus à l'impôt sur le revenu. Ça aussi, là, je peux pas répondre à ça parce que je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais je sais que
le rendement de l'impôt sur le revenu est assez élevé dans les prochaines années. Donc, c'est sûr qu'il y a plus de travailleurs, il va y avoir plus de revenus de travail gagnés, il va y avoir plus d'impôt sur le revenu qui va effectivement se payer. Mon micro, j'essaie de voir parce qu'il y a des questions qui ont été posées, puis je sais que tu as répondu là, en cours de route. Quelqu'un qui parle, donc, bon, là, c'est un peu un détail. Là. Y a-t-il quelque chose au niveau des OSBL dans ce budget? Je pense qu'on n'a pas ressorti rien de particulier à cet égard-là ou de très détaillé. Pour le crédit de fonds des travailleurs, augmentation de durée de détention minimale et limitation de l'accès selon le revenu imposable, est-ce que le budget provincial mentionne que le fédéral s'harmonisera à ces nouveautés? Habituellement, quand on parle d'harmonisation, on attend que l'autre groupe l'ait fait pour le dire. Donc, comme le budget fédéral est la semaine prochaine, il n'y a pas d'annonce qui est faite dans ce sens-là. C'est bon. Mon dos, j'essaie de voir là, vraiment la cotisation ARQ pour les citoyens âgés de 65 ans et plus est-elle dorénavant facultative si le contribuable en fait la demande? Je pense que ça, tu l'as abordé là, en fin de présentation. Peut-être des précisions, on est toujours très curieux. C'est à partir du 1er janvier 2024. Donc, c'est pas maintenant. Puis mais c'est vraiment, ça va être à l'initiative des employés, finalement. Ça va être à l'initiative, moi j'avais mal saisi. Oui, c'est à l'initiative des employés, c'est un choix révocable. OK, c'est bon. Et je pense qu'on a déjà fait le tour parce que tu as vraiment répondu au fur et à mesure dans les présentations. Donc, à moins qu'il y ait de nouvelles questions, je pense que grosso modo, on a couvert l'ensemble des sujets. Il y avait quelques commentaires, mais que les gens se répondaient pendant la discussion. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Fait que je te laisserai faire le mot de la fin, Luc. Je voulais juste revenir peut-être en terminant, d'abord vous remercier d'être toujours aussi nombreux avec nous lorsqu'on fait ce genre d'activité-là. Donc, c'est toujours très apprécié. Et je rajoute, ce sera pas long, j'ai beaucoup de réverbération. Donc, je reprends. Les prochains midi-conférences. Donc, si vous avez aimé qu'on couvre le budget du Québec pour vous, on peut se donner rendez-vous dans une semaine pour le budget fédéral. Donc, on va faire un peu le même exercice pour le budget fédéral. J'en profite aussi pour vous annoncer que Cercle Finance Québec, avec l'Association des économistes québécois, aura une rencontre virtuelle comme ça avec le ministre des Finances, Éric Girard, pour discuter de son budget. On m'a demandé là, de co-animer cette activité-là. Donc, je serai là avec plaisir. C'est, sauf erreur, le vendredi saint, le 7 avril prochain, entre midi et 13h. Donc, on vous attend là-dessus. Et un dernier événement, si vous aimez participer à nos activités, en présentiel, cette fois, on aura une journée de réflexion sur la fiscalité et les finances publiques. Il y a plus de détails qui suivront prochainement et vous pourrez vous inscrire, mais on soulignera notamment à ce moment-là le 20e anniversaire de la création de la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques et du même coup les 50 ans d'enseignement de la maîtrise en fiscalité auquel je suis fièrement associé depuis de nombreuses années. Donc sur ça, je vous dis à bientôt et à la prochaine. Merci à tous.